Bon, t'as des questions? Ça tombe bien, j'ai des réponses. Enfin, j'espère. Tu n'aurais pas osé me poser des questions auxquelles je n'ai pas les réponses quand même, t'as pas fait ça. Non, parce que je te dis tout de suite que les questions, je les ai pas lues. J'ai demandé il y a environ 2 semaines, dans une vidéo que tu me postes, tes questions sur le départ, la genèse de ma vie nomade, pour pouvoir faire cette vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai annoncé ce jour-là que je lirai pas les questions à l'avance parce que je veux les découvrir au moment d'y répondre, que ce soit plus spontané. Et ben, j'ai fait exactement ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire que j'ai pas lu les questions. On va les découvrir ensemble, je sais qu'il y en a parce que j'ai bien vu qu'il y avait des commentaires auxquels volontairement je n'ai pas répondu puisque je voulais pas les lire. Mais je sais pas ce qu'il y a dans les questions. Allez, on va voir ça ensemble. Hop. Avant d'attaquer, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et laisse-moi un commentaire s'il te plaît pour me dire que tu t'es abonné. Ça te permettra de ne pas rater la suite de mes aventures. Et accessoirement, moi, ton petit commentaire, ça va me faire très très plaisir parce que YouTube me dit pas toujours qui s'abonne pas. Des fois, j'ai les noms, des fois, je les ai pas. Donc moi, ça me fera plaisir de savoir que tu es là, que je te compte parmi mes nouveaux fidèles. Allez, on attaque. Ok, donne-moi un instant pour me connecter et lire ces questions. Pour y répondre, il faudrait peut-être que j'en prenne connaissance quand même au final. Je pense que ça peut aider. Hop. Il va juste falloir quelques secondes. Alors, allons-y. Les commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu. Et les questions, elles sont là. Donc pour rappel, le thème, je précise, moi c'est ça que j'avais demandé dans la vidéo d'origine. Hein. C'est une séance de questions-réponses sur le départ de mon aventure nomade à moto. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de ma préparation pour démarrer, etc. etc. Le but, c'est, tout du moins c'est ce que j'espère, c'est éventuellement d'arriver à aider d'autres personnes qui envisageraient de démarrer sur un projet similaire. Si mon expérience peut leur servir, tant mieux quoi. Donc, nous avons, alors, ça ne sera pas forcément par ordre chronologique, à la limite si je prends 6, si je descends. Ouais, je vais essayer de les faire par ordre chronologique, c'est-à-dire par ordre d'arrivée. Donc j'ai Fab9540, un de mes vieux abonnés, ça, Fab, d'ailleurs, qui m'a laissé des... après j'ai Jean-Pierre Brolivet, j'ai Relax Sound, j'ai Marco, ça en fait 4. Et ce sont 4 habitués que je remercie d'avoir pris le temps de me poser leurs questions. Alors je commence par celle de Fab, donc là par ordre chronologique c'est la première. Salut Seb, je me lance. Quel budget minimum mensuel faut-il prévoir pour pouvoir vivre comme toi? D'où proviennent tes sources de revenus aujourd'hui? Es-tu toujours en contact avec Joel Terrien et la société GVO? Disons ça. Alors 4 commentaires mais un paquet de questions. Hein. Je les lis toutes, après je les reprends une par une. Donc ça c'est le commentaire de Fab. Hein. Es-tu toujours en contact avec Joel Terrien et la société GVO? Qu'as-tu prévu pour cet été? Vas-tu aller dans le sud de la France puis en Espagne? Merci d'avance pour tes réponses. À bientôt. Alors, je vais les prendre dans l'ordre ces questions, il y en a un paquet. Quel budget minimum mensuel faut-il prévoir pour vivre comme toi? Alors ça, oui, effectivement, j'en sais quelque chose puisque je travaille avec un budget extrêmement réduit. Ce que j'avais au moment où je suis parti. Et je pense qu'il faut ça et pas moins. Entre mon activité et un petit complément que me versait la caisse d'allocation familiale, à savoir comment ça s'appelle déjà, la prime d'activité pour ceux qui ont un travail en indépendant, j'avais au total à peu près 800 €. J'avais même pas je crois que j'avais même pas la prime d'activité en entier. Au moment de mon départ, mon activité en indépendant me faisait la vaste majeure partie de mon activité, de mon revenu, je veux dire. 800 €. Je pense que c'est le minimum vital pour avoir un petit budget entretien de ton véhicule. Et encore, faut pas que tu aies un gros pépin à 800 €. De la manière dont je vis moi, avec des campings qui me coûtent entre 250 et 300 € le mois, en mangeant pour maximum 5 € par repas, voire moins dans certains cas, en roulant raisonnablement. J'aimerais rouler beaucoup plus justement, mais alors il y a en plus l'inflation actuelle, le coût de l'essence et tout, ça c'est autre chose. Je parle du jour où, dans les miens, je parle du jour où je suis parti. Pour vivre raisonnablement comme je le fais moi, avec très peu de factures, puisque j'ai énormément réduit, puisque j'ai plus d'appartement. Il me reste quoi comme facture? Il me reste l'assurance de la moto. Il me reste
Mon téléphone, l'assurance de la moto, je suis à moins de 30 € par mois actuellement chez AMV. Je dois être à 26 ou 27 €, un truc comme ça. Je suis au tiers plus vol incendie. En théorie, il vaudrait mieux que je sois en tout risque. Mais je suis au tiers plus vol incendie avec l'assistance 0 km, ce qui m'a été particulièrement utile le jour où j'ai eu mon accident de moto sur Carcassonne. Donc j'ai l'assurance de la moto, j'ai le téléphone, j'ai un autre type d'assurance, c'est une assistance juridique. Au cas où j'ai des problèmes qui me coûtent 7 € par mois, où je peux appeler un juriste qui va m'expliquer mes droits, ce que je peux faire, etc. Ça m'a été particulièrement utile quand j'ai eu le procès contre mon ancien propriétaire. Ils m'ont bien conseillé. Et du coup je la garde au cas où. Jusqu'ici, à part cette affaire là, j'en ai pas eu besoin, mais bon, pour 7 € par mois je la garde. Donc j'ai vraiment très peu de factures. Puis j'ai 2-3 prélèvements par PayPal, j'ai mon compte Netflix, j'ai mon compte à la WWE puisque je suis fan de catch. C'est des petits prélèvements, des petites choses dont je pourrais me passer, mais que je garde parce que ça me coûte pas très cher, et quand j'ai besoin de me distraire, notamment le catch, j'aime bien. Donc oui, je dois avoir en tout moins de 100 € de factures par mois, largement moins de 100 €. Je suis plutôt dans les 60-70 € de facture, un truc comme ça. Ah non, j'approche les 100 € parce que j'ai le garage où je stocke mes affaires aussi qui me coûte 37 € par mois. Ouais, donc je dois être à pas tout à fait 100 € de facture par mois. Et puis pour le reste, j'ai le coût du camping, j'ai de quoi manger, j'ai l'essence que je mets dans la moto et l'éventuel entretien, enfin pas éventuel, l'entretien de la moto et les éventuelles réparations au cas où quelque chose de pas prévu tombe en panne. Je dissocie le prévu, ce qui est normal. Dans quelques temps je vais faire les plaquettes de frein, c'est normal. L'année dernière j'ai changé les 2 pneus l'un après l'autre, c'est normal, c'est de l'usure normale, ça c'est de l'entretien normal et qu'il faut prévoir dans ton budget. Par contre, si demain elle me fait un gros pépin mécanique, là, j'ai pas de quoi racheter ne serait-ce que des pièces, etc. Donc 800 € c'est vraiment le minimum vital, et je pense que, encore une fois, même sans tenir compte de l'inflation actuelle, si tu veux avoir l'esprit tranquille, il vaut mieux avoir 1000 € par mois, je pense. Et avec l'inflation actuelle, encore un petit peu plus, surtout si tu veux rouler. Là, c'est un de mes problèmes actuels, c'est que j'ai pas tellement de budget pour mettre de l'essence dedans, et puis je précise que les 800 € par mois, je les ai plus. Et puis l'histoire de ma fourche, ça me revient ce que je voulais dire. Mon problème de fuite de fourche aurait dû être réglé beaucoup plus vite. Un tube neuf à 200 €, j'aurais dû pouvoir le payer beaucoup plus vite si j'avais pu mettre un peu d'argent de côté, donc si j'avais eu un budget supérieur. Voilà, donc pour moi, budget minimum, ras des pâquerettes, c'est 800 €. Et si tu veux être un peu à l'aise, il faut un petit peu plus. D'où proviennent tes sources de revenus aujourd'hui? Justement, alors ça complète sa question et ma réponse. Donc quand je suis parti, c'était à 80% mon activité en indépendant avec la société GVO dont je reparlais parce qu'il me pose aussi la question. Depuis, mon activité a complètement bu la tasse. Elle avait commencé à descendre avant mon départ. J'espérais sauver l'affaire, j'y suis pas parvenu. Donc actuellement, la proportion s'est inversée. C'était 80% mon activité, 20% la CAF. Aujourd'hui, c'est plus 80% la CAF, 20% mon activité. J'ai à nouveau récupéré le RSA. Plus tôt je m'en serais débarrassé, mieux ce sera. Ne serait-ce que dû au fait que d'abord ça me plaît pas. Et puis il y a le fait que avec le RSA, tu dois potentiellement, c'est-à-dire que demain ils peuvent me dire rendez-vous avec une assistante sociale à Alençon, puisque je suis basé dans l'Orne, pour faire le point sur mes activités, sur comment je compte m'en sortir. Et le problème c'est que là je suis à 40 minutes d'Alençon encore, ça va. Cet hiver, je peux pas passer l'hiver en tente en Normandie, c'est pas possible. En janvier, quand je serai à côté d'Alicante, s'ils me disent dans 15 jours, rendez-vous à Alençon, je fais quoi? Donc là, de toute façon, j'ai une inquiétude, j'ai une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Je sais qu'il y a des gens qui sont nomades et qui voyagent avec le RSA, ça existe. Je ne vais pas porter un jugement sur eux, c'est pas ce que je compte faire là. Mais simplement, je sais que, tout comme moi, en permanence, ils prennent un risque. Donc le RSA, pour te sauver la mise, c'est très bien. Pour vivre avec, c'est pas assez de toute façon. Tu survis. Et comme solution de long terme, non, c'est pas bon, ça marche pas. Donc là, mon but, et j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo récente, c'est de développer d'autres activités, l'affiliation avec la tente, l'affiliation avec la carte camping ACSI, et puis la monétisation de ma chaîne YouTube dans quelques temps. Et j'ai d'autres
d'autres choses en vue. Alors ça, je vais sans doute en reparler dans la suite de sa question. Donc il me demande après si je suis toujours en contact avec Joel Terrien de la société GVO. Alors, GVO NR Lifestyle, c'est la société avec laquelle j'ai travaillé pendant très très longtemps. Depuis 2013, ça a vraiment décollé pour moi en 2017. Et c'est en 2019 que j'ai commencé à un petit peu à boire la tasse, et puis beaucoup plus en 2020-2021. Je suis toujours inscrit avec cette société-là, c'est du marketing d'affiliation pour faire simple. J'ai toujours des anciens clients, comme il s'agit de services sur abonnement. Tant que le client s'en va pas, moi je touche la commission, donc je touche encore un petit quelque chose. Mais honnêtement, j'ai renoncé à sauver le truc. Mon but c'était d'essayer de sauver cette activité là avec ma chaîne YouTube, mais le problème, et j'en ai aussi parlé dans une vidéo récente, c'est qu'ils offrent des services pour entrepreneurs en ligne. C'est un autorépondeur qui permet d'envoyer des emails de façon automatisée à des gens qui sont inscrits à ta liste. C'est un service d'hébergement de vidéos, c'est une salle de visioconférence, tout ça. Et en soi, ça va pas. Ça se marie pas bien avec l'activité que j'ai sur ma chaîne, avec l'audience que j'ai sur ma chaîne. Les gens qui viennent me voir sur ma chaîne, ils viennent pour le voyage moto, ils viennent pour le nomadisme, ils viennent un petit peu pour les conseils camping, ils viennent pour les beaux endroits à visiter. Un autorépondeur, ils savent même pas ce que c'est, ça les intéresse pas. Donc c'est pas une activité qui se marie bien avec l'audience que j'ai actuellement sur ma chaîne. Donc je suis parti dans quelque chose qui est complètement autre chose. Oui, je suis toujours inscrit avec GVO et j'en ai besoin de toute façon parce que l'hébergement de mon site web, c'est eux. L'autorépondeur que j'utilise, c'est eux. Donc mes comptes avec eux, je vais les garder. Et j'ai encore un tout petit revenu qui arrive par là, je vais le garder. Mais je cherche plus à sauver le truc parce que je pense que, vu ce dans quoi je me suis engagé, c'est pas la peine. Les deux se marient pas bien ensemble. Donc je cherche pas du tout à pousser cette activité-là, même si encore une fois, je suis toujours inscrit. Alors qu'as-tu prévu pour cet été? Vas-tu aller dans le sud de la France, puis en Espagne? Là, on attaque sur quelque chose d'intéressant et il se trouve que j'ai des choses qui sont en train de se développer. On en reparlera très certainement bientôt. D'abord, j'ai un contact avec une personne, une Colombienne qui vit en France, mais qui fait des affaires avec son frère qui est resté là-bas. J'ai eu ce contact-là via mon ami Bernard, que je salue au passage, de l'association G4 Roues. C'est lui qui nous a mis en contact. Alors pour le moment, les infos arrivent au compte-gouttes. Parce qu'elle me répond avec plusieurs jours de décalage. A priori, je sais que quelque part il est question d'un site parce qu'elle m'a parlé du site que j'ai fait pour Bernard, justement pour son association. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Je pense qu'il y a sans doute une affaire à développer par là. Et puis un autre truc où là j'ai beaucoup plus confiance quand même sur ce qui va se développer. J'ai un de mes abonnés qui regarde ça. Salut. Entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où vous tous vous allez la voir, normalement, je devrais avoir discuté avec. Je tourne cette vidéo jeudi. Elle va paraître mardi et lui doit m'appeler vendredi matin. Donc en fait m'a demandé de l'assister pour le démarrage de sa chaîne YouTube. A priori il a un gros projet. Je ne sais pas exactement encore les détails comment ça va se passer, mais je pense qu'il y a une affaire à faire entre nous. Il a besoin d'aide et d'une aide, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu du tout, mais d'une aide que je peux lui apporter. Donc on va discuter de son projet, on va voir comment ça va se faire. Est-ce qu'il faut que est-ce que ça va se faire à distance? Est-ce que je vais aller chez lui? Il est dans... ça peut se faire, c'est à portée d'ici une fois que j'aurai réparé ma fourche. Ça on en reparlera aussi dans quelques temps. D'ici à ce que tu vois cette vidéo, à mon avis j'en saurai plus et on en reparlera dans la semaine, je pense. Et on reparlera aussi de la question de la réparation de la fourche puisque j'attends des nouvelles d'un vendeur sur le bon coin. Il faut qu'il prenne, le gars est en vacances, il faut qu'il prenne les mesures de sa fourche pour s'assurer que ce soit le bon diamètre. Et si c'est le bon diamètre, c'est banco. Je la fais livrer chez Michael, le mécanicien à son compte qui est dans le 76 en Seine-Maritime, qui m'avait proposé de m'aider. Je fais livrer chez lui, j'y vais, il me la monte. Donc j'espère que la fourche en question est la bonne. Et une fois que j'aurai réussi à réparer, il est très probable que j'aille. Et une fois aller chez lui, quand on aura travaillé sur son projet, ça devrait justement m'aider à aller en Espagne. Ça, j'en parlerai dans une vidéo future, probablement mardi prochain. Je suis en train de préparer ma route pour l'Espagne. Je sais à peu près où je vais aller, dans quelles conditions. Le tout, c'est de dégager le budget pour. Et mes chances de pouvoir y arriver s'améliorent nettement. Alors, je passe à la question suivante de Jean-Pierre Brolivet. Question 1, lui aussi, il y en a deux a priori. Combien de temps penses-tu que tu vas rester nomade à moto? Et question 2, que feras-tu si jamais... Je te le souhaite pas, mais si Rocinante rend l'âme et que tu seras sans solution. Alors la première question je peux répondre, la deuxième ça m'étonnerait. La première c'est tant que la machine fonctionne, je veux dire cette machine là, ce que je fais me plaît.
C'est pas toujours facile, il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Mais j'aime ça. Tant que j'aurai la force physique de le faire, je vais le faire. Il est très possible que dans le futur, surtout si mon problème de revenu s'améliore bien, et que ça s'améliore vraiment bien, que dans les années qui viennent, attends, il y a une voiture qui passe, on va la laisser passer. Donc il est tout à fait envisageable, ça c'est mon plan à long terme, que dans les années qui viennent, j'achète un petit appartement ou une petite maison quelque part, probablement dans le sud de l'Espagne, pour y passer l'hiver, me reposer 2 mois par an, et le reste du temps, je continuerai à rouler. Mais même que je fasse ça ou que je fasse pas ça, je vais continuer à rouler à moto, peut-être dans d'autres circonstances. Encore une fois, si mon revenu s'améliore bien, j'aimerais une autre moto, une remorque, idéalement une remorque campeur, etc. Mais je compte pas m'arrêter de sitôt. Encore une fois, tant que j'aurai la force physique de le faire, et j'ai l'exemple notamment d'un Américain qui, alors, je connais pas son âge exact, il s'appelle Scooter Tramp Scotty. Scotty Kerekes, je crois, de son vrai nom. Il fait ça depuis 1995-96, un truc comme ça. Donc il est nomade à moto. Et aujourd'hui, il a les cheveux blancs, il doit avoir la soixantaine bien sonnée, je pense. Et il continue. Donc pour moi, il est la preuve que c'est possible pendant très longtemps et jusqu'à un âge assez avancé. Donc j'ai pas l'intention de m'arrêter, sauf si je suis forcé physiquement. Et sa deuxième question, je te le souhaite pas, mais si jamais Rocinante rend l'âme, qu'est-ce que tu feras? Bah là, je sais pas. Sauf à pouvoir en acheter une autre. Et bon, quand même, mon plan dans les années qui viennent, parce que Rocinante est trop petite pour ce que je lui demande. Mon plan quand même, à terme, ça serait d'acheter une moto plus grosse, de toute façon. Mais si elle me lâche demain, je sais pas. J'aurais besoin d'aide pour la réparer. Alors, rendre l'âme, honnêtement, rendre l'âme complètement, j'y crois pas. C'est une machine qui est connue pour être, c'est un tank, cet engin, c'est-à-dire que c'est un modèle increvable encore. Tiens, en discutant avec Michael au sujet de mon problème de fourche, lui il en a transformé plusieurs en bobber récemment et il a ouvert les moteurs, il a tout fait quoi. Et il me confirme que effectivement c'est des machines increvables. Donc qu'elle rende l'âme complètement, j'y crois pas. Après je peux avoir éventuellement d'autres problèmes mécaniques. Il viendra un jour où il faudra changer à nouveau le kitchen. Pour le moment, au passage, Michael, quand je passerai chez toi, je te demanderai d'y jeter un œil et de me dire ce que tu penses de mon kitchen. Mais a priori, bon, il a 20 000 km, je l'ai fait changer après avoir acheté la moto. Il doit avoir encore des kilomètres à faire, à mon avis, en théorie. Mais toujours, ça me rassurera d'avoir son avis le jour où on passera à s'occuper de ma fourche. Mais bon, dans 15-20 000 km, il faudra à nouveau le rechanger. Il me faudra à peu près 200 € pour le changer. C'est ce que ça m'avait coûté la dernière fois. Bon, ben ça, c'est des choses à prendre en compte dans l'entretien de la machine. Parce que c'est l'usure normale, au bout d'un moment, le kitchen, t'as fait 40 000 km dessus, bah faut le changer, c'est normal. Hein. Mais en dehors des choses d'entretien standards qui sont à prévoir, je m'attends pas à ce qu'elle me lâche. Parce qu'encore une fois, cette machine, c'est connu pour ça, c'est increvable, c'est un tank. Tu lui fais ses vidanges, tu lui fais son entretien normal, elle roule. Donc tant qu'elle n'aura pas plus de 100 000 bornes, et même encore plus que ça, je m'attends pas à de très mauvaises surprises. Voilà. C'est la seule réponse que j'ai là-dessus, je suis désolé. Alors le suivant, Relax Sound, qui me demande: salut, cette petite question. Comme tu parles anglais couramment, ça te trotte pas dans la tête de vivre nomade en dehors de France? L'Europe, on va dire. Autre question, les inconvénients de cette vie, généralement liés au confort, te font-ils regretter cette vie, ou bien as-tu l'envie de revenir en arrière? Alors d'abord, oui, effectivement, je parle anglais couramment. Par le passé, ça m'a mis des bâtons dans les roues, d'ailleurs pas spécifiquement dans ma vie nomade, mais simplement le fait que passe-moi l'expression, j'ai toujours eu un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire, est-ce que je travaille en ligne? Donc j'ai notamment beaucoup travaillé avec GVO dans Lifestyle, une société américaine, qui n'a pas dans leur service, il n'y a pas de version française en soi. Et même avant ça, j'étais toujours à me demander, à revenir entre les deux. Est-ce que je travaille en anglais? Est-ce que je travaille en français? Si je travaille en anglais, je vais attirer des clients anglophones, mais j'ai pas la culture qui va avec. Et dans ce que je peux, d'ailleurs plus récemment dans ma vie nomade, dans ce que je peux éventuellement filmer, je vais pas intéresser un Américain ou un Australien, un Anglais peut-être, si les Anglais qui viennent en vacances ici. Mais c'est plutôt limité. Si je travaille en français, c'est une société qui propose des services qui fonctionnent en anglais ou en espagnol. Il y a une version russe aussi, je crois. Si je travaille en français, les francophones, je vais avoir un taux de transformation, c'est-à-dire des gens qui viennent vers moi et qui vont s'inscrire au service, très limité parce qu'il va y avoir la barrière de la langue. Ça m'a toujours posé un problème. Maintenant, du point de vue de la vie nomade, effectivement, le fait, et d'ailleurs c'est un peu la réflexion que je m'étais faite quand j'ai décidé d'apprendre l'espagnol, entre parenthèses. Je me suis dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont confirmé ça, et je le vois encore, et ici au camping, à la ferme, où il y a
Bah tiens, juste il y a quelques jours, il y a un couple d'Allemands qui sont arrivés et il se trouve que ils parlent suffisamment anglais pour qu'on puisse discuter. Quand j'ai appris l'espagnol, je me suis fait une réflexion. D'abord, le monde hispanique m'attirait, donc j'avais besoin d'apprendre l'espagnol pour ça. Mais je me suis aussi fait cette réflexion. Français, anglais, espagnol, tu vas partout. Où que tu ailles sur la planète, tu trouveras toujours quelqu'un qui parle une de ces trois langues-là. Donc effectivement, en théorie, je peux aller à peu près n'importe où. Dans l'immédiat, vraiment, j'ai toujours envie de voir l'Espagne en long, en large et en travers, peut-être un peu le Portugal aussi. Et déjà, ça me fera une première expérience hors de France. Je veux passer ce cap-là d'abord. Déjà, j'ai passé un premier cap, j'ai voyagé de façon nomade en France. Et j'ai eu des problèmes, mais ça s'est globalement plutôt bien passé. C'est un premier cap. Maintenant, j'en ai un deuxième à passer, c'est passer une première frontière et me retrouver dans un pays qui a des coutumes et une langue différente de la mienne. Ça, je te cache pas que c'est quelque chose je balise un petit peu en fait pour le jour où je passerai à la frontière et je vais me retrouver de l'autre côté et qu'est-ce qui va se passer. Et une fois que j'aurai cette expérience-là, une fois que j'aurai passé un hiver en Espagne, et puis peut-être disons le retour par le Portugal, ça fait 2 pays, dont un dont je ne maîtrise pas la langue, mais je sais qu'au Portugal j'y suis allé une fois, c'était fin 2017, j'y suis allé en avion ce jour-là, et j'ai trouvé des personnes qui parlaient anglais. Le Portugal, il se trouve que jusqu'à il y a peut-être une trentaine d'années, la première langue qu'ils apprenaient à l'école, première langue étrangère, c'était le français, et après ça a basculé vers l'anglais. Ce qui fait que les anciens parlent souvent un petit peu français, et les plus jeunes parlent anglais. Du coup, Portugal, bien que ne parlant pas le portugais, je m'en tire. Donc une fois que j'aurai cette expérience-là, est-ce qu'éventuellement je voudrais voyager ailleurs? Ouais. Je suis notamment en ce moment un Allemand, si tu veux retrouver sa chaîne, Mark Travels, je l'ai découvert d'abord parce qu'il est allé en Espagne, je pense que ça devait être l'année dernière. Là actuellement, il est, je sais plus, en Irlande, un truc comme ça. Ça me déplairait pas. Des beaux espaces, des beaux paysages. Bon, l'Angleterre en soi aussi. Puis j'ai un ami qui vit, j'en ai déjà parlé, c'est celui pour lequel j'ai fait modérateur sur son forum à une époque pendant quelques mois. John, lui vit à South Croydon, c'est à côté de Londres. Alors je l'ai jamais encore rencontré physiquement, tout comme je n'ai jamais rencontré physiquement mon bon vieux professeur d'espagnol, Raphaël. Raphaël, si tu regardes ça, j'ai toujours l'intention de passer te voir. Je sais pas si ça sera à l'aller parce que Raphaël habite à côté de Barcelone et la région de Barcelone, la Catalogne, c'est pas donné. Ça dépendra de mon budget. Je verrai. Est-ce que je m'arrête en Catalogne ou est-ce que je passe à côté? Je verrai. Mais j'ai toujours envie de rencontrer Raphaël et je voudrais aussi rencontrer John. Donc prendre un ferry, tu sais quoi, le tunnel, bof. Mais je pense qu'il y a encore des ferries. Prendre un ferry, mettre ma moto sur un ferry et puis partir du sud de la Grande-Bretagne, passer voir John et puis ensuite remonter et aller en Écosse, en Irlande. Ouais, un jour, ouais. Quand j'aurai l'expérience déjà d'un pays étranger, l'Espagne et le Portugal. Parce qu'en plus, la Grande-Bretagne, t'es gentil, faut rouler à gauche, tu roules pas du bon côté de la route. Et ça, c'est un truc qui, quand j'y pense, qui m'inquiète un petit peu. Est-ce que je vais être capable de bien me maîtriser, de toujours y penser, de m'habituer à rouler à gauche? Bon, je passerai ce pont, c'est la traduction d'une vieille expression anglophone, we will cross that bridge when we get to it. Je passerai ce pont quand j'arriverai au niveau du pont. À ce moment-là, j'y penserai. Well, we'll just have to cross that bridge when we come to it. No. The bridge is too well guarded. Mais ouais, c'est un truc qui dans le futur pourrait me tenter, notamment surtout Irlande, Écosse, ouais, beau paysage, vieux château, légende Nessie. Ouais, ça c'est un truc qui me tente très bien. Et il me reste, alors attends, j'ai pas fini la question de relaxation, il me demande les inconvénients de cette vie généralement liés au confort te font-ils regretter cette vie ou bien as-tu l'envie de revenir en arrière? Alors, des inconvénients liés au confort, ouais. Il y en a 2-3. J'ai pas eu beaucoup froid, mais il m'est arrivé d'avoir un peu froid. C'est vrai que je suis couché au sol, c'est pas le plus pratique. Mais en dehors de ça, finalement, je trouve pas qu'il y ait tellement d'inconvénients, un petit peu, mais c'est pas... Ah oui, quand il faut démonter la tente et la réinstaller le soir, etc. Là, pour le moment, la manière dont je le fais, c'est un peu crevant et c'est long. Il me faut 2 heures, 2 heures et demie, soit pour installer, soit pour tout défaire, tout remettre sur la moto. Ouais, c'est crevant et c'est long. Ça, d'accord. Par contre, ça me fait pas regretter, ça me donne pas envie de revenir en arrière, non, ça me donne envie d'améliorer.
Et c'est de là d'ailleurs, c'est de là qu'est venue cette réflexion que j'ai eue en 2021. Je dois avoir encore une vidéo là-dessus, je vais te la mettre en raccourci là-haut. Cette idée d'avoir plus tard une remorque campeur. C'est-à-dire un truc qui se déplie en 10 minutes, ton camp est prêt. Avec la salle additionnelle, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est prêt. Voilà, ça me donne pas envie d'arrêter, ça me donne envie d'améliorer. Voilà, et j'ai toujours cette idée de la remorque campeur en tête un jour, mais pour ça déjà il faut la machine capable de la tracter, c'est pas Rocinante qui pourra le faire. Elle tirera jamais une remorque. D'abord elle est trop petite encore, c'est encore le problème de taille. Et puis je pense pas que je trouverai un attelage qui lui corresponde de toute manière, et ça sera vraiment pas raisonnable avec les freins qu'elle a. Simple disque à l'avant, tambour à l'arrière, même si la remorque a ses propres freins. J'ai discuté il y a quelques jours avec un couple de motards qui sont passés par là, qui ont une remorque, pas une remorque campeur, une remorque bagagère, mais une bagagère, mais ils ont une remorque. Et ils m'ont dit ouais, il faut une machine qui pèse un certain poids parce que la remorque peut t'emmener éventuellement sinon. Donc oui, dans le futur, moto plus grosse, remorque campeur, et là à mon avis ça sera royal. Ça sera royal. Voilà, donc ouais, ça me donne pas du tout envie d'arrêter, au contraire ça me donne envie d'améliorer. On passe au dernier commentaire de Marco. Question matérielle, car je pense qu'on part tous en voyage à moto avec une multitude de bazar justifiés par le célèbre on sait jamais. Qu'as-tu emmené au début de ton périple comme matériel dont tu t'es aperçu avec le temps qu'il était inutile? Très bonne question Marco, justement. Et à l'inverse, quels sont les petits trucs, lire la suite, devenus indispensables? Alors, excellente question Marco, parce qu'il se trouve que j'ai remarqué un truc. Quand je suis parti, et je m'en suis servi au début, quand je suis arrivé à Ailly-sur-Tête en mars 2021, j'ai eu des nuits à 5 degrés. J'étais parti avec un petit chauffage électrique qui actuellement, je l'ai laissé chez ma soeur. Et mon but au début, c'était éventuellement, avant de repartir pour l'hiver, de passer chez ma soeur le reprendre. Et je ne vais pas le reprendre. Il n'est pas très grand. Quand tu vois la hauteur de l'écran de mon ordinateur portable, à peu près. C'est une petite puissance, mais pour l'espace d'une tente, d'une petite chambre comme moi, ça a suffi. Ça m'a permis de ne pas avoir froid. Par contre, mine de rien, il me bouffe la moitié d'une sacoche. Ça, c'est de la place de perdu. Alors que, ici, j'ai eu des nuits à 3-4 degrés, avec juste une couverture, une bonne grosse couverture en polaire en plus, je m'en tire. Du coup, surtout si je vais passer l'hiver en Espagne, le petit chauffage électrique qui me bouffe la moitié d'une sacoche, c'est pas la peine. Il m'encombre pour rien. Je préfère, je vais probablement pas repasser chez ma soeur du tout, et même si j'y repasse, je pense que le chauffage électrique, je l'emmènerai pas. Je vais acheter une couverture en plus qui prendra moins de place que le chauffage électrique et qui ira très bien, et même à la limite pour descendre en Espagne, la couverture je ne l'achète pas. Et quand j'arrive là-bas en octobre, il fera encore 12-13 degrés la nuit, tranquille, j'arrive sur place et puis à ce moment-là j'achète la couverture. Voilà, je pense que je vais très certainement faire comme ça. Un autre élément que je ne ramènerai pas, c'est le gros pantalon en cuir que m'avait fait un ami de ma mère. Alors qui est très bien, niveau protection, qui est très bien pour le froid l'hiver, mais qui est très encombrant dès que tu n'as plus besoin. D'abord il est trop chaud, passer les 10-12 degrés ambiants, ça devient limite, passer 15 degrés c'est un sauna le truc. Donc je pense sincèrement qu'au niveau du froid pour les jambes, mon jean moto avec un pantalon pluie qui prendra moins de place, qui sera moins encombrant et moins contraignant, puisque quand il pleut pas, le pantalon pluie je ne le mets pas, ça sera mieux. Après, c'est à peu près tout, parce que le reste de mon équipement je l'ai. Il y avait le grand arbre Décathlon que j'utilisais quasiment jamais, que j'ai mis un tout petit peu au début à Ailly-sur-Tête. Je m'en sers toujours quasiment pas, mais t'as vu, j'ai montré dans une vidéo il y a quelques semaines ce que je fais avec la porte, 2 piquets, 2 bouts de ficelle, et je peux monter la porte de la tente pour me mettre dessous quand il pleut ou pour faire de l'ombre, etc. Bah pour ça j'utilise les 2 piquets du tarp Décathlon en fait. Donc ils me servent toujours à mettre du poids à l'avant de la moto. Tu te calmes. Non mais dis donc, ils me servent toujours du poids, à mettre du poids à l'avant de la moto, mais finalement ils me servent plus qu'à ça, puisqu'ils me servent aussi à monter la porte. Donc voilà, niveau équipement, bah écoute, c'est tout. Ouais, le chauffage électrique. Surtout le chauffage électrique. Je me suis embarqué là-dedans pour rien, franchement c'était pas la peine, surtout si tu comptes passer l'hiver dans un pays chaud, quoi. À l'inverse, les petits trucs devenus indispensables, bah alors vraiment indispensables, écoute, le réchaud à gaz. Le réchaud à bois. Je m'en sers mais tout
les jours. Après, un défaut que j'ai, c'est ma petite scie avec ses toutes petites dents. C'est pas mal d'efforts. Je me suis rendu compte récemment, il y a un gars qui faisait des études d'élagueur, qui m'a prêté une scie plus grande, mais avec des dents qui font 5 mm les machines. Et il faut reconnaître, avec sa scie, ça va beaucoup plus vite. Donc ouais, le réchaud à bois, franchement indispensable, j'en sers tous les jours. Par contre, une scie un peu plus grosse, ça serait peut-être pas du luxe, ça me faciliterait la vie. Ouais, c'est à peu près tout ce à quoi je peux penser, sans savoir le reste de mon équipement, tu sais. Tu te calmes, on a dit. Ah, non mais, bah oui, camping à la ferme, qu'est-ce que tu veux. Ouais, le reste de mon équipement, c'est des choses assez basiques, hein. C'est de quoi manger, de quoi dormir. Je supporte toujours, enfin, j'ai pas essayé, mais je suis convaincu que je supporterai toujours pas plus qu'avant de dormir dans un sac de couchage. Le drap, les couvertures, ça marche très bien. J'en ai parlé aussi dans une vidéo récente, je te mets le raccourci là-haut. J'espère que je prends du beau côté, j'en suis pas sûr, je sais jamais. Donc voilà. Écoute, j'ai déjà dû le dire en début de vidéo, je le répète, n'oublie pas le coq, oui je sais que le coq est là. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu t'abonnes, tu me laisses un petit commentaire pour me dire que tu t'es abonné. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Je pense que dans les temps qui viennent, on va parler réparation de la fourche. Puisque début août, j'aurai la confirmation pour la fourche d'occasion qui est sur le bon coin. Allez, 95 sur 100, c'est la bonne. On reparlera sans doute du projet s'il veut bien que j'explique quel est son projet. Je vais voir ça avec lui, ça sera à lui de décider. Je vais lui demander la permission évidemment. Et puis après on avise, hein. Voilà, écoute, c'est tout, hein. Pas mal de questions particulièrement intéressantes. Merci les gars. Ça a été de la vraie question qui rentre un petit peu en profondeur. Pas mal du tout. Je te laisse là. Alors, si tu aimes ce que je fais sur cette chaîne, regarde, tu as une autre vidéo là qui devrait te plaire. Tu as une liste de lectures là qui devrait te plaire aussi. Pense à consulter les liens qui sont dans la description, surtout si tu cherches une tente, la tente Lone Rider, franchement, elle est comme ça. Et puis moi, ça m'aidera à continuer mon aventure.